Bonjour, bonjour. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment commencer le problème 8, donc pour le devoir, et voir un petit peu comment il faut comprendre l'énoncé et ce qu'on nous demande de faire. Et à la fin, je discuterai un petit peu de ce qui est possible de faire niveau optimisation. Donc, ce que j'ai fait dans le document, c'est essayer de rassembler un petit peu toutes les informations dont vous avez besoin pour bien réussir à comprendre comment résoudre le devoir et pas partir dans tous les sens et essayer de perdre un petit peu dans le flot d'informations que vous avez. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important souvent dans les devoirs, c'est de réussir à comprendre en lisant l'énoncé ce qu'on nous demande vraiment de faire. Et après, souvent, en fait, ça simplifie souvent les choses que d'essayer de lire tout absolument et dès qu'on a une formule, essayer de l'implémenter. C'est pas souvent nécessaire et donc on va voir ça ensemble. Alors ce que j'ai fait à la fin du document ici, c'est que j'ai repris les informations utiles et j'ai essayé de les synthétiser. Donc en fait l'objectif de votre devoir c'est quoi? C'est de faire quelque chose qui est lié à votre projet P2, c'est de calculer en fait le flux, ici, qui va être représenté par des lignes de champ, le flux qui va être intercepté par votre bobine, ce qui est rouge ici. Donc ici en fait on a une espèce de coupe dans l'axe ZX et on imagine que dans la profondeur on a l'axe Y qui représente en fait notre domaine, et ici on a notre aimant en bleu qui a une certaine épaisseur mais aussi un certain diamètre, c'est un disque, on peut voir ça comme un gros disque, souvent comme ça qu'on représente les aimants, et ici on a une bobine, et une bobine qui a une particularité, c'est de ne pas avoir d'épaisseur. Donc si on représente ça sous une forme 3D un peu bizarre, c'est ici on a notre bobine, et ici on a notre aimant, et nous ce qui nous intéresse c'est de voir, de calculer en fait le flux qui est intercepté par cette bobine, et en fait le moment mu de notre aimant, qui représente en fait sa force, est orienté vers le bas, donc dans l'axe Z négatif, et à une valeur mu, et nous ce qui nous intéresse c'est de voir finalement c'est quoi la quantité de champ magnétique qui va être interceptée par la bobine. Et en fait la quantité de flux c'est représenté comme quoi? Comme une intégrale. Et alors ça, je vous propose de retourner directement sur la fin de votre devoir, donc la fin de l'énoncé, où on vous explique en fait deux choses très importantes. La première, c'est la signature de votre fonction. On va vous expliquer les différents paramètres et on va voir ensemble comment les interpréter. Et aussi, en fait, on définit ici phi comme étant, si je zoome un peu dessus, phi, c'est l'intégrale de votre champ magnétique sur toute votre bobine. Donc, oméga b, c'est le domaine de la bobine. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va approximer cette intégrale en disant que c'est la somme. Donc là, c'est pas une approximation, mais après, il y aura une approximation. Et bien, l'intégrale de notre domaine, c'est simplement la somme des intégrales des domaines intérieurs, qui sont en fait tous mes petits triangles qui forment ensemble la surface de la bobine. Et vu que l'intégrale analytique, on ne la connaît pas, eh ben, on va se contenter d'une approximation qui est donnée en faisant juste la somme des valeurs du champ magnétique B et qui est évaluée sur le centre de gravité d'un triangle fois l'aire de ce triangle. Et donc en fait ça s'appelle la formule, la méthode de Hammer à un seul point parce qu'on évalue qu'en un point la fonction. On pourrait s'amuser à évaluer en 3 points, en 15 points. Plus on utilise de points, plus ça prend de temps, plus c'est compliqué, mais plus ce sera précis. Et donc l'idée ici, c'est on a une méthode pour calculer notre flux. Maintenant, comment est-ce qu'on calcule les différents éléments dont on a besoin? Et avant de se jeter là-dedans, on va regarder finalement, si on regarde un petit peu, eh bien phi, on nous donne quoi comme argument? On va nous donner X magnet et Y magnet, qui sont les abscisses, en fait, la liste des abscisses dont on a besoin pour l'aimant. Donc on a X magnet et Y magnet, qui sont toutes les deux des listes ou des tableaux ou des arrays, vous appelez ça comme vous voulez, de même longueur. Z, c'est quoi? Et bien en fait, vu que l'aimant il a la même hauteur Z tout le temps, et ben, ça va être une donnée constante, donc ça va être un scalaire ici. On a X coil et Y coil où c'est pareil que pour le magnet, mais comme en fait la bobine coil, eh ben, elle est en Z égale 0, on va pas donner le Z pour cette dernière. Et donc ici, ce sont aussi deux tableaux qui ont potentiellement de tailles différentes par rapport à ceux de l'aimant. Et puis on a triangle qui va être le tableau d'appartenance de notre maillage, et on va voir ce à quoi ça correspond tout de suite. On a X-shift qui va être un tableau de longueur totalement indépendante aux longueurs des différents tableaux qu'on a vus ici, qui va donner en fait pour chaque temps le décalage X auquel se trouve
notre aimant. Donc ici, on voit que l'aimant est en dehors de l'image, et puis après, en fonction du temps, de gauche à droite, on va avoir l'aimant qui sera décalé de plus en plus. Et l'idée, c'est de pouvoir donner, en fait, pour chaque temps, on a un décalage, et chaque décalage donne une certaine valeur du flux. Et après, on va pouvoir tracer le graphe qui est donné juste à gauche. Donc là, le but, c'est de pouvoir donner la fonction rouge. Et la fonction bleue, qui est plot, elle est obtenue ici en faisant la dérivée de notre flux, mais vous ne devez pas vous en soucier parce que ce sera fait par le prof et ce ne sera pas à faire par vous. Donc vous, ce qui vous intéresse, c'est comment calculer le flux. Maintenant, vous regardez un petit peu comment est-ce qu'on peut calculer le flux. Et pour calculer le flux, on avait besoin du champ magnétique. Attention, on a besoin que de sa composante Z. Et on a besoin également de l'air d'un élément qui est l'élément dans lequel on est en train de regarder. Et ce que j'avais dit tout à l'heure, c'était, j'allais expliquer un petit peu ce que c'est le tableau d'appartenance. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que pour chacun des deux éléments qu'on va modéliser, que ce soit l'aimant ou la bobine, on va utiliser un maillage qui sera un espèce de maillage circulaire dans lequel on va mettre des triangles. La manière dont on génère les triangles, vous ne devez pas vous en soucier, mais vous devez juste comprendre que votre cercle, en fait, c'est plein de petits triangles. Et vous, ce que vous avez, en fait, c'est que la liste triangle va vous donner, en fait, une liste. Vous imaginez que c'est une longue liste où, pour chaque indice de ligne, vous avez 3 éléments, et ces 3 éléments correspondent au premier nœud, au deuxième nœud et au troisième nœud. Et du coup, ça veut dire que si vous parcourez votre liste d'éléments, c'est le tableau triangle, vous avez que pour l'élément 0, donc la ligne 0, vous pouvez avoir les coordonnées de l'ex, vous pouvez avoir les coordonnées x du premier, du deuxième et du troisième nœud. Mais vu que ça ne contient pas directement les coordonnées x, vous devez utiliser en fait le tableau x magnet et y magnet, ou x coil et y coil si vous voulez pour la bobine. Et du coup, par exemple, si je veux les coordonnées des 3 points de mon premier élément, qui sont les abscisses ici, on pourrait faire la même chose avec les ordonnées. Je prends x magnet, entre crochets, ici, et vu que ce sont des tableaux de NumPy, on ne doit pas trop se soucier si on a plusieurs dimensions. Et on prend triangle, et triangle, c'est un tableau à 2 dimensions, donc moi je veux le premier élément, 0, virgule 2 points, car en fait, j'ai envie de prendre le premier, le deuxième et le troisième nœud de mon triangle. Si vous voulez juste le premier nœud, ce serait 0, 0. 0, 1 pour le deuxième, et ainsi de suite. Et donc c'est comme ça qu'on peut obtenir toutes les coordonnées. Une fois qu'on a les coordonnées, qui sont en fait les points rouges, on peut être tenté déjà de calculer les centres de gravité. Pourquoi on a besoin des centres de gravité? Parce qu'on a besoin des centres de gravité pour déterminer ici le XI, qui est en fait le centre de gravité dans la bobine, et les XI aussi qu'on va devoir utiliser, mais j'utilise la même nomenclature, mais on aura des centres de gravité dans la bobine, ici à droite, et dans l'aimant, ici à gauche. Alors ici, ça peut vous paraître un petit peu bizarre, c'est que je dis la bobine à droite, l'aimant à gauche. En fait, pourquoi? Parce que c'est le même maillage, on ne pourrait pas comprendre le maillage il représente quoi. Et en fait, l'astuce ici, c'est que dans les deux cas, on a un domaine qui est circulaire, et donc à la place de générer 2 maillages, on va en générer un seul, et on va l'utiliser 2 fois, parce que ce qu'on a juste qu'à faire, c'est que si on regarde notre dessin de base, le dessin de référence, ici on a un disque qui est à plat, mais du coup, ici, c'est juste, on pourrait prendre notre maillage et le multiplier par un certain rayon, et prendre ici le même maillage et le multiplier par un autre rayon, et donc on pourrait en fait utiliser 2 fois le même maillage, 2 fois le même tableau d'appartenance, et juste, les coordonnées, c'est en fait un élargissement du maillage de base. Et c'est pour ça qu'en fait, on utilise 2 fois triangle, que ce soit pour l'aimant ou la bobine. Mais ici, c'est bien parce qu'on est dans un cas particulier où on peut se permettre de le faire. Dans un cas général, on aurait pour chaque élément son propre maillage et sa propre numérotation, son propre tableau d'appartenance, etc. Mais donc ici, il faut bien comprendre que même si vous avez juste représenté ici un maillage, en fait ça en représente 2. Il y en a un pour la bobine et un pour l'aimant. Et du coup, ce qui vous intéresse de faire, c'est que phi, comment est-ce qu'elle calcule? On fait la somme pour tous les petits points bleus ici. Donc chaque point bleu représente un élément. Pour tous les petits points bleus, on va regarder, par exemple pour ce point bleu ici, je vais aller regarder c'est quoi la contribution magnétique qu'il reçoit dans ce point bleu. Et donc ça représente le B de Z, la contribution magnétique selon l'axe Z. Et pour connaître cette contribution, en fait, je dois regarder la contribution magnétique de l'élément magnétique qui est là, et ça va être l'aimant. Et du coup, en fait, l'aimant, il va impacter ce petit élément via tous ces éléments internes. C'est-à-dire que si vous voulez calculer
le champ magnétique perçu ici, vous devez faire le champ magnétique envoyé depuis là, puis depuis là, depuis là, depuis là, etc. Et donc en fait, si on a 150 points ici et qu'on en a 150 ici, eh ben, il y a 150 fois 150 contributions que vous allez devoir prendre en compte. C'est-à-dire que pour chaque élément ici, vous devez regarder 150 éléments à gauche, et donc il y a 150 vecteurs direction qui sont à tracer par élément à droite. Donc vous aurez en fait une espèce de matrice de 150 fois 150 vecteurs direction en tout à prendre en compte. Vous n'êtes pas obligé de prendre une matrice si vous faites ça dans des boucles, mais sachez que c'est possible de tout faire sans aucune boucle, et ça vous permet d'avoir un code un peu plus rapide, forcément avec un coût en mémoire plus élevé. Et donc, une fois que j'ai un point ici, eh ben, ce que je vais faire pour chaque point, c'est tracer ce vecteur entre les deux qui va relier en fait le point sur mon aimant à mon point sur bobine. Il faut bien prendre en compte que on va de l'aimant vers la bobine, d'accord? C'est bien l'aimant qui émet, et du coup, la distance, c'est par rapport à ce dernier. Après, ça ne change pas forcément grand-chose, mais c'est juste qu'il faut comprendre dans quel sens on trace les vecteurs. Et ce qui est aussi intéressant à prendre en compte, c'est que forcément, vu que j'ai plusieurs décalages, et on s'imagine qu'on va devoir répéter en fait cette itération, ce phi, on va devoir le calculer pour chaque décalage. Donc vous avez 150 fois 150 pour calculer phi juste à un seul décalage, et après si vous avez normalement je pense 34 décalages, vous imaginez que vous faites 150 fois 150 fois 34 itérations en quelque sorte. Et donc ça fait quand même pas mal de boucles si vous faites ça juste avec des boucles. Et du coup en fait vous avez votre vecteur R, mais si jamais vous prenez ça sans le décalage, donc ça veut dire juste en utilisant Xmagnet et Xcoil, vous devez bien sûr rajouter vous-même le décalage en faisant moins Xshift de I, juste pour la coordonnée en X bien sûr. Pour la coordonnée Y, elle ne change pas, et la coordonnée Z d'ailleurs, vous pouvez la calculer, elle vaut toujours la même chose, parce que la coordonnée Z de votre bobine, elle vaut 0, et celle du élément, vous la connaissez, elle est déjà donnée dans l'énoncé. Donc, une fois que c'est fait, on peut déterminer notre petit B. Mais avant de finir de calculer B, on va juste regarder comment est-ce qu'on calcule ici. Le delta I, il faut calculer l'aire, et pour calculer l'aire, vous avez des formules sur internet qui vous donnent l'aire d'un triangle en fonction des 3 coordonnées. C'est assez facile à trouver. C'est en quelques opérations, vous pouvez calculer facilement l'aire d'un triangle. Et du coup, ça, vous allez devoir calculer l'aire, bien sûr, dans la bobine. Il ne faut pas calculer l'aire dans l'aimant, ça n'a pas de sens sinon. Mais vous verrez que vous aurez besoin aussi de l'aire dans l'aimant juste après. Donc maintenant, on sait comment calculer son R, et juste pour rappel, le centre de gravité, c'est juste le point moyen. Donc vous faites la moyenne des X, la moyenne des Y, et vous avez le centre de gravité, et pareil pour dans l'aimant. Une fois que vous avez ça, vous avez calculé votre vecteur R en ayant au préalable retiré Xshift pour chaque itération. Après, ce que vous allez devoir faire, c'est que cette formule, en fait, elle vous donne B, mais vous avez juste besoin de BZ. Et du coup, vu que vous avez juste besoin de BZ, vous pouvez déjà simplifier un peu le calcul. C'est-à-dire, déjà ça, vous pouvez le précalculer avant si vous voulez, c'est une constante. R au cube, c'est bien la norme de R au cube. Donc il faut faire attention que vous avez besoin de tous les éléments de R. Mu, en fait, mu c'est quoi? C'est juste une valeur selon l'axe Z. Donc en fait, quand vous faites le produit scalaire de ceci, il y a juste la valeur selon Z qui va être importante. Et pareil, comme vous prenez juste la composante Z de B, vous pouvez juste utiliser la composante Z de R ici et la composante Z ici aussi. Et du coup, en fait, on va voir qu'on aura de la composante Z au carré ici, grâce à ce produit. Et il faut faire juste attention que le chapeau, ça veut bien dire que le vecteur est normalisé. Donc même si vous utilisez que la composante Z, vous aurez besoin de normaliser avant, et donc en fait, la composante Z va aussi dépendre des autres composantes. Donc vous ne pouvez pas juste utiliser la composante Z directement, votre vecteur normal, il va falloir le calculer, quelque part. Et donc ça, c'est comme ça qu'on peut utiliser et calculer le champ magnétique. Il y a une dernière chose qu'il fallait prendre en compte, c'était que, ici, vous avez compté mu, j'avais dit mu, c'est la force de tout l'aimant. Donc en fait, ça représente l'intensité avec laquelle l'aimant va générer un certain champ magnétique. Mais le problème, c'est que vous faites des contributions sur 150 éléments en disant que mu, c'est la même force partout. Mais du coup, ça veut dire que potentiellement, vous avez, si tous les éléments sont les mêmes environ, vous avez 150 fois la force que vous aviez initialement. Ce qui n'est pas du tout réaliste, et du coup, vous aurez un résultat beaucoup trop gros. Ce que vous pouvez faire, c'est soit de vous diviser votre résultat par 150 en se disant l'aire de tous mes triangles, elle est la même, mais ça, il n'y a pas vraiment quelque chose qui vous l'assure. Alors même si vous regardez le dessin et vous pouvez vous dire, oui, elles ont plus ou moins l'air d'être les mêmes, les aires sur mon triangle, ce que vous allez devoir faire, c'est que si vous voulez vraiment un résultat qui est cohérent, c'est que le mu,
vous allez devoir utiliser un mu e. Et mu e, en fait, comment il le définit? Eh bien, la somme des mu e, c'est-à-dire que chaque élément a son petit mu, chaque élément a sa petite force, et la somme de toutes les forces, ça fait la force globale que vous aviez avant. Et du coup, ce que vous pouvez faire pour faire ça, c'est juste, vous prenez le mu que vous aviez, qui est la force totale, et vous la pondérez par l'aire de votre élément, AE, divisé par l'aire totale de votre aimant. Et l'aire AE, eh ben, vous la calculez de la même manière que vous calculiez, on va dire, l'aire AI ou DI, comme vous l'appelez comme vous voulez. C'est en utilisant la formule, sauf que cette fois-ci, c'est en utilisant les points de votre maillage à gauche, qui est le maillage de l'aimant. Donc voilà. Donc pour récapituler, c'est possible de faire ça sans boucle, mais je vous conseille quand même, si vous avez un peu du mal, de commencer à faire avec des boucles. Le plus important et le plus difficile, c'est vraiment de faire cette opération X-shift de manière répétée, et donc ça c'est plus difficile à prendre en compte dans une manière sans boucle. Donc n'hésitez pas à mettre une boucle déjà sur les X-shift, et après si vous voulez mettre des boucles sur les éléments, si ça vous semble plus facile, commencez par là. Mais donc, rappelez-vous bien que mu et R sont des vecteurs, mais R ici, il est bien normalisé. C'est pas indiqué dans l'énoncé, mais c'est une notation qui est souvent commune d'utiliser le chapeau pour dire que c'est un vecteur normal, donc qui a une longueur de 1. Et après, il faut bien prendre en compte que vous allez devoir calculer pour les deux à gauche, ici, pardon, et à droite, vous allez devoir calculer les centres de gravité, mais aussi les airs. Les airs à droite pour la formule ici, et les airs à gauche, ça va vous servir à normaliser en fait votre mu, et enfin plutôt à le pondérer, et comme ça vous avez une somme qui sera cohérente, plutôt qu'avoir un résultat qui sera beaucoup trop élevé. Au pire, vous faites 100 au début, et après vous verrez que si vous voulez avoir ici le bon ordre de grandeur, eh ben, vous allez devoir multiplier par une certaine constante chacune des contributions. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé à comprendre l'énoncé du devoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc voilà, moi je vous laisse et je vous souhaite à bientôt.